Bien. Bonjour mes amis. Donc, écoutez, on va démarrer, hein. Je vous accueille donc aujourd'hui sur un sujet. Alors, évidemment, ça tombe en plein dans l'actualité parce que c'est le télétravail. Et donc, évidemment, avec la pandémie, on est tous un peu coincés par ce genre de choses. Et je pense que le moment était bienvenu de se poser un certain nombre de questions sur ce sujet, hein, sur le sujet donc on va dire du télétravail, du travail à la maison, ou du télétravail dans des environnements de travail partagé, hein, ce qu'on appelle les coworking. Alors, j'essaierai en tout cas aujourd'hui, on va prendre, si vous voulez, le prétexte du télétravail pour se poser un certain nombre de questions qu'on ne se pose pas toujours, soit parce qu'on a un peu peur, soit parce que c'est dérangeant. Vous voyez, et donc moi je vais les poser. Alors, évidemment, ça va peut-être provoquer quelques réactions, mais vous allez voir, ça va être quelque chose quand même qui va être assez donc, dynamique. Donc, je vais donc, comme d'habitude, hein, partager donc, mon écran. Voici, donc normalement, vous devez me le voir. Donc, alors, télétravail, est-ce qu'on va devenir tous, ou est-ce qu'on va tous devenir fous? Alors, vous me direz, pour certains, il y a déjà une partie du chemin qui a été fait. Mais c'est vrai que nous vivons quand même une période qui est particulièrement remuante, hein, et qui remet en cause quand même un certain nombre d'acquis, de choses que nous croyons donc définitives, mais qui ne le sont pas. Alors ça touche évidemment à un aspect fondamental de notre activité qui est celui du travail. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que nous avons pris, malgré les technologies de communication numérique, je crois qu'on a pris beaucoup de retard dans nos têtes. Alors vous me direz, ce retard n'est pas le même selon qu'on est en Amérique du Nord ou en Europe. Alors parmi vous, je sais qu'il y a donc des amis canadiens. Hein. Ce n'est pas la même chose. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de l'évoquer. J'ai une explication à ça. En tout cas, le bon accueil qui est fait au télétravail en Amérique du Nord vient souvent du fait que les conditions climatiques peuvent être légèrement dérangeantes, puisque je crois savoir qu'en ce moment, où il y a 2 jours, vous avez eu moins 40 hein, en ressenti, mais c'est quand même un peu froid. Hein. Ce n'est pas des températures humaines. Et donc, le problème du télétravail et puis, disons, du fonctionnement à distance s'est posé d'une manière assez naturelle, ce qui était moins évident en Europe. D'autant plus qu'en Europe, se pose donc un vrai problème qui est celui donc de la peur du chômage, de la peur du lendemain. Oui. Donc, le fait de travailler à distance chez soi peut être considéré comme un moyen d'être mis sur la touche. On peut se considérer comme sur la touche. Je vous assure qu'il y a énormément de non-dits derrière tout ça. Alors, on va essayer un petit peu d'ouvrir les armoires et les têtes que l'on dit. Bon, alors, le sommaire que l'on va suivre, donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que les opposants, il n'y a pas si longtemps, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça ne marchera pas, on ne fonctionnera pas comme ça, on ne travaillera pas en mode de télétravail, ce n'est pas possible, c'est inhumain. En tout cas, c'est contraire à la nature humaine. Alors, je voudrais bien savoir où sont ces gens-là aujourd'hui. On ne les entend plus parce que c'est quelque chose qui est devenu. Alors, vous me direz, il y a eu le Covid, on est bien d'accord. Mais tout de même, c'est quand même quelque chose qui aurait qui aurait pu, à mon sens, être anticipé, ce que l'on n'a pas fait. On a été pris au dépourvu par la pandémie, et donc évidemment, on s'est adapté à ça. Mais je crois qu'on aurait pu faire les choses un petit peu différemment. Alors, les motivations, d'abord, il n'y a pas que le Covid, et je replace donc mon discours, hein, ma présentation, dans un contexte plus général. Alors, on va prendre bien sûr le télétravail comme, on va dire, comme argument de base, hein, mais on va essayer de placer ça dans quelque chose de plus général. Les ingrédients. Les ingrédients pour pouvoir télétravailler aujourd'hui, bon, évidemment, on connaît tous les problèmes donc, de réseau, de chiffrement, pour les problèmes de confidentialité, les VPN, les aspects d'authentification. J'y reviendrai un peu plus loin parce que quand même, on a actuellement donc, des ressources qui sont fantastiques et donc dont on peut se servir. Alors, il y a encore des aspects qui sont, disons, un peu contestables, hein, c'est vrai, en particulier sur la sécurité, mais globalement, on a quand même des ressources qui sont assez extraordinaires. Alors, on va proposer donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire avec un modèle à 5 niveaux, qui est très connu, hein, bien sûr, mais je vais surtout insister sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Sans langue de bois, je vous le promets. C'est-à-dire qu'on va dire des choses
telles qu'elles sont, hein, voire même de manière un peu provocatrice, vous allez voir. Donc, on va parler donc de ces avantages et inconvénients, et je suggérerai donc un certain nombre de bonnes pratiques, c'est-à-dire de choses qu'il faudrait faire, ne serait-ce que pour préparer un petit peu l'avenir, parce que soyez certains qu'il y a eu, on ne reviendra jamais en arrière sur notre situation qui était d'avant Covid. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas la peine d'essayer. Hein. On est parti maintenant vers un mode mixte, qui est un mode de fonctionnement paramétrable avec une partie qui sera à distance et une partie qui sera en entreprise, et on ne reviendra plus en arrière. Maintenant, il y a quand même donc des bonnes pratiques qu'il va falloir essayer d'appliquer. Je vous dis, certaines sont assez dérangeantes. Hein. On va évoquer également les indicateurs de suivi, parce que ce n'est pas tout de travailler comme ça, il faut démontrer qu'on est sur la bonne voie, et c'est ce que je vais donc essayer de faire. Maintenant, il y a quand même des endroits où ça ne marche pas. Et je vais vous donner ce qui me semble être les arguments des anti-télétravail, anti-fonctionnement à distance, et des motivations qui sont souvent assez bizarres, hein, mais il y a quand même des endroits, et en particulier donc je vous dis en Europe, hein, Europe du Sud ou Europe de l'Ouest, où là, il y a quand même encore quelques zones où vraiment on est très opposés. Et puis, on va essayer de se projeter dans le futur parce que, chers amis, dites-vous bien une chose, c'est que ce que nous connaissons actuellement avec le télétravail, qu'on commence à voir avec le télétravail, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer demain. C'est une période transitoire, mais presque banale. Demain, il y aura, alors on peut dire, ça ne se produira pas. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. On va évoluer vers des modes de fonctionnement qui seront de plus en plus virtuels, certains, voire même en utilisant des technologies. Regardez, je prendrai un exemple qui est celui de Microsoft avec HoloLens et donc l'usage donc des hologrammes. Vous allez me dire, c'est Star Trek. Non, ce n'est pas Star Trek. C'est une façon maintenant, et d'ailleurs, je pourrais vous donner un certain nombre de grandes entreprises qui travaillent comme ça maintenant. Alors évidemment, il faut avoir un casque sur la tête, ce qui n'est pas très agréable, mais on va évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus dérangeant que ce que nous connaissons maintenant. Alors si déjà on a des réticences avec des choses qui sont finalement relativement simples, de mon point de vue, qu'est-ce que ça va être demain? Bon. Alors, tout de suite, je vous dis attention, hein, je prends quelques précautions, je vais exprimer des points de vue que vous allez bien sûr pouvoir contester. D'ailleurs, c'est assez volontaire, hein, je donnerai je vais dire des choses qui peuvent vous choquer, mais ce que je voudrais, c'est susciter une réaction. Alors, ne faites pas un procès, hein, si je dis des horreurs, hein, mais je pense qu'il y a des moments où il faut les dire, les choses. Hein. Et il y a des tabous, des sujets tabous qu'on n'ose pas évoquer. Alors moi, je vais y aller. Alors, s'il vous plaît, un peu d'humour, et ne prenons pas toujours cela au premier degré. On va dire qu'on a une approche qui est progressiste. On essaye quand même de donner des arguments, et puis les éléments contre de ces technologies. Mais après tout, il y a des choses qui sont encore plus importantes dans la vie. Alors, quelques chiffres d'abord pour commencer. 82% des télétravailleurs estiment avoir une meilleure qualité de vie personnelle et professionnelle. Alors, j'ai pris des chiffres qui sont d'ailleurs assez concordants d'une manière générale. J'ai pris des chiffres de Job Phoning, qui est un organisme donc, qui fait des enquêtes. C'est considérable. Alors, bien sûr, il y a des gens qui n'apprécient pas, mais 82%, ça montre bien qu'on ne reviendra pas en arrière. Globalement, on a constaté 5,5, ça c'est en France, jours d'arrêt de travail par an en moins par télétravailleur. Et ce qui est vrai, c'est que quand on télétravaille, eh bien on travaille plus. Alors on pourrait trouver toutes les explications à ça, hein, bon, mais c'est vrai. Alors on estime qu'il y a à peu près, d'après Job Phoning, il y a en gros 2,5% d'augmentation donc, du temps de travail global. Donc, on pourrait, alors qu'il y avait une idée reçue qui était si je suis à la maison, je vais jouer avec mon chien ou je vais faire la cuisine, eh bien non. Dans la pratique, ce n'est pas comme ça. Dans la pratique, on va effectivement travailler. D'ailleurs, j'ajouterai une chose, c'est que c'est beaucoup plus fatigant de travailler en mode télétravail que de travailler dans l'entreprise, en mode dit présentiel, comme on dit aujourd'hui. C'est beaucoup plus fatigant. Hein, ne serait-ce que, vous voyez ce que je suis en train de faire en ce moment, je ne vous vois pas parce que il n'y a pas les caméras, je ne vous vois pas, donc je parle à une caméra, bien sûr c'est épuisant au bout de quelques heures. Donc ce n'est pas quelque chose qui est aussi évident hein, qu'on pourrait donc l'imaginer. Bon, voilà ce que l'on va suivre comme idée. Alors d'abord,
pour bien se lancer, hein, on va donc donner un peu quelques questions légitimes que moi j'aimerais donc poser sur l'organisation du travail. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on va au bureau? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée reçue que je suis obligé de prendre la voiture ou ma bicyclette pour aller au bureau? Mais d'où ça sort, ça? Mais c'est comme ça, on va au bureau. Vous voyez, c'est presque une obligation. Alors, je sais très bien que je vois déjà des cheveux qui sont en train de se hérisser sur vos têtes, d'accord? Mais en fait, la question, on peut se la poser. Est-ce qu'il est légitime? En quoi est-ce qu'aller au bureau, ça me facilite mon travail et je suis plus efficace pour ça? Alors évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce que l'on va dire maintenant ne s'applique pas à tous les métiers, évidemment. Il y a des métiers pour lesquels le télétravail, disons les technologies virtuelles, vont s'appliquer d'une manière beaucoup plus efficace. Évidemment, si vous êtes en face de vos clients, c'est moins évident, même avec des outils de communication donc, virtuels aujourd'hui, c'est quand même moins évident. Et puis surtout, les outils, enfin, disons, les métiers de fabrication, bah, on ne peut pas le faire au virtuel. Là. Ça sera beaucoup plus compliqué. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on va au bureau? Deuxième question, comment se fait-il qu'on accepte de passer entre 1 heure et 2 heures par jour dans les embouteillages? Alors, je veux bien comprendre qu'on a le plaisir d'insulter les autres automobilistes, hein, je reconnais que c'est sympathique, mais sur le fond, c'est complètement ridicule. Et quand on ramène ça donc, sur une année, on se rend compte qu'on a perdu des jours et des jours. On pourrait quand même faire autre chose que de tenir un volant entre les mains et se faire insulter par les autres automobilistes. Il y a quelque chose qui est complètement aberrant là-dedans. Donc, pourquoi est-ce qu'on accepte de passer ce temps-là? Pourquoi maintenant les managers, alors ça c'est une idée aussi qui est très répandue, pourquoi les managers ont-ils besoin d'avoir leurs troupes sous la main pour faire leur travail? En quoi est-ce que... ça peut arriver, bien sûr, je ne dis pas que c'est à 100% du temps, mais pourquoi c'est une obligation? On a un peu l'impression que les managers aiment bien regarder leurs troupes. Vous voyez, donc, je suis quelqu'un de bien, puisque j'ai plein de gens qui dépendent de moi. Il y a un côté presque possession là-dedans, que je trouve parfaitement négatif. Je vous ai prévenu tout à l'heure, hein. Je vais dire des choses qui sont un peu iconoclastes. Vous voyez, donc pourquoi avoir ces troupes sous la main? Ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas de sens. Autre question qui me semble très légitime aujourd'hui et qui donc explique un petit peu la montée en puissance de ces technologies virtuelles et de télétravail. Pourquoi le travail doit être rémunéré en fonction du temps passé? Mais on peut très bien considérer ça que c'est idiot. Comment se fait-il qu'on est payé dans certains pays, hein, pas partout, hein, mais entre autres au Canada c'est un peu différent, mais comment se fait-il qu'on va se faire payer au mois, pourquoi pas à l'année, hein, on est payé au mois, alors que ce qui compte dans l'entreprise, c'est le travail qui est fourni. Si je passe mon temps à regarder les résultats du Canadien à Montréal, peut-être pas ça parce que c'est pas très bon en ce moment, mais bon, je veux dire, ça va pas. C'est une notion que l'on peut très bien juger comme totalement débile. Pourquoi on paye des gens à la durée et non pas à la tâche fournie? Quand une entreprise fabrique des choses ou rend des services à des clients, eh bien, elle ne va pas leur vendre du temps, elle va leur vendre des services ou des produits. Donc, si on regarde bien, on peut au moins se poser la question, se dire, peut-être que c'est curieux quand même ce truc-là. Combien de temps, et encore une question complètement iconoclaste, combien de temps passons-nous au bureau pour résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, avec la mission, l'activité normale, on va dire, de l'entreprise? C'est presque normal. On va presque dire que c'est un deuxième foyer. Alors, il y a des pays, je pense au Japon par exemple, où on a vraiment on va dire une conception très paternaliste des entreprises. Et donc, c'est assez normal, finalement, c'est un deuxième foyer. Mais la finalité de l'entreprise, ce n'est pas ça. La finalité de l'entreprise, c'est de fabriquer des choses, de rendre des services, de gagner de l'argent. C'est ça, la finalité. Et donc, on peut au moins se poser la question, sans passer nécessairement pour un fasciste invétéré ou un révolutionnaire. On peut quand même se poser la question. Autre question qui me semble iconoclaste, pourquoi est-ce qu'on s'obstine aujourd'hui à distinguer le temps de travail du temps personnel? Alors, je sais que vous allez tous hurler, mais ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. C'était possible avant, quand effectivement, il n'y avait pas les moyens de communication modernes tels qu'aujourd'hui, donc effectivement, on allait au bureau.
Ouais, on allait au bureau. Et donc là-bas, ben, c'était du temps, entre guillemets, donc de travail. Mais aujourd'hui, très honnêtement, est-ce que vous pouvez me dire quel est le pourcentage de temps que vous avez passé réellement dans la journée entre le travail et le personnel? Tout se mélange aujourd'hui, tout se mélange. Et donc, c'est pour ça que la notion de temps, on peut très bien juger qu'elle est totalement obsolète maintenant. Et donc, penser qu'au contraire, il faudrait travailler, ou plutôt valoriser notre activité sur des tâches qui sont effectuées et non pas sur du temps passé. Même en dehors, d'abord de toute façon, vous savez, ceux qui me disent aujourd'hui, moi j'éteins mon téléphone, j'éteins ma tablette quand j'arrive chez moi, ça ne dure qu'un temps, ça, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors vous me direz, cette dépendance de l'entreprise et la disponibilité par rapport à l'entreprise, c'est quelque chose qui peut parfaitement se rémunérer. On est bien d'accord, mais ça c'est un autre problème. Mais vouloir absolument séparer les choses, même si ça part, disons, d'un bon sentiment d'être disponible pour sa famille, vous voyez, je comprends. Mais concrètement, dans les faits, maintenant, dans les années qui viennent, avec les technologies modernes actuelles, je pense que ça devient obsolète. Même si on peut le regretter, je ne dis pas le contraire. Alors, par ailleurs, en dehors du Covid, est-ce que, et quand on est dans l'entreprise, est-ce que vous ne pensez pas qu'on passe déjà 80% de notre temps en mode distant? Même au bureau, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez avec des outils de collaboration, du Teams, du Zoom, avec des outils tels que Office 365. Vous passez votre temps donc en mode, on va dire, en mode virtuel, en mode distant. Alors finalement, que vous soyez au bureau ou que vous soyez chez vous, ou alors, vous voyez, ça n'a plus aucune importance. Et donc, c'est pour ça que la notion de localisation géographique, même s'il est aujourd'hui attaché donc, à la notion de télétravail, elle va devenir complètement inutile. Ce n'est pas ça qui sera important. Vous voyez, ce sera donc les moyens qui nous permettront donc de travailler. Bon, vous voyez, donc, on est déjà à 80%, et encore, vous savez, vous verrez, hein, dans les années qui viennent, ça va être absolument bouleversant. Hein. Quand on voit les technologies aujourd'hui, par exemple, basées sur les hologrammes, là, on commence à se dire, oulala, finalement, Star Trek, et c'était pas si fou que ça. Alors, je ne dis pas qu'on va faire de la téléportation quantique, j'en suis pas là. Mais il y a quand même des choses aujourd'hui. Et si Microsoft et d'autres, tels que Google, dépensent aujourd'hui des fortunes pour justement mettre au point ces technologies, et si des grandes entreprises les ont adoptées pour leurs propres besoins, il y a quelque chose. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui est absolument évident. Par ailleurs, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir, bon, vous direz, c'est lié également sur notre activité donc dans l'entreprise, est-ce qu'on s'est posé la question de ratio temps utile sur temps total? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans une journée ou dans une semaine, j'ai passé 20% de mon temps utile? D'ailleurs, l'inutilité de l'activité, entre guillemets, ça peut être dû aussi à ce que disait Taishi Ohno donc de Toyota, ça peut être aussi lié au fait que j'attends quelque chose, j'attends une information. 60% de mon temps, je le passe à attendre. Bon. Donc, mais est-ce que véritablement, est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'utilité dans mon temps? Alors finalement, que je sois au bureau ou que je sois sur la planète Mars, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Est-ce que mon temps est utile? Vous voyez, ce sont des questions, peut-être qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que c'est plutôt là-dessus, le télétravail fait partie, bien entendu, donc, des technologies à utiliser pour ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer justement notre comportement en se posant donc les vraies questions? D'autant plus que les ressources humaines, est-ce qu'elles se sont posées réellement les questions de fond sur l'évolution des conditions de travail malmenées par les technologies numériques? Je suis frappé par une chose, c'est par le décalage qu'exposent donc, très souvent donc, les ressources humaines qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ne comprennent pas. Et voilà, on continue un peu à raisonner à l'ancienne avec des CV qu'on essaie de valoriser pour répondre à un besoin. Mais est-ce qu'on se pose les vraies questions? Mais maintenant, chers amis, on est à la croisée des chemins. Le Covid aura fait exploser notre environnement, imposer bien entendu les modes de télétravail, et on ne pourra pas avoir tout le temps le quai sur le frein. Ce n'est pas possible. Et on y est maintenant. Et je pense que les ressources humaines, que par ailleurs j'apprécie beaucoup, hein, je ne suis pas en guerre avec elles, mais sont très en retard.
très en retard pour plein de raisons, question de culture, question d'intérêt. Voilà, donc on est plutôt sur des situations qu'on fait perdurer, donc qui a bien marché pendant des années, donc on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas, mais en fait on n'en est plus là. Bon, vous voyez quelques questions. Maintenant, le mode de fonctionnement donc, du télétravail, je pense que il y aura finalement, d'abord, je donne ici la définition. Hein. Donc, pour moi, le télétravail, c'est une organisation qui permet à quelqu'un d'effectuer des tâches dans son environnement en mode virtuel. Son environnement peut-être pouvant être d'ailleurs un compartiment de chemin de fer, hein, pourquoi pas, hein, plutôt que dans les locaux de l'entreprise. Il se sert pour ça donc, des technologies donc, de l'information, donc du numérique et de la communication, mais ceci dans le cadre d'un contrat de travail. On verra d'ailleurs que le contrat de travail, c'est souvent ce qui pêche, parce qu'on a fait du télétravail, on n'a rien modifié, on ne s'est pas posé la question sur le contrat de travail, d'environnement donc social. Bien, ça c'est la définition. Maintenant, je crois qu'il y aura trois manières de faire les choses. Alors, on verra qu'on va présenter donc un modèle, le fameux modèle à 5 couches qui est bien connu maintenant. Hein. Mais moi, je crois qu'il y aura véritablement trois paliers importants. D'abord, il y a ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart du temps, on se connecte de chez soi par un VPN, hein, qui se charge de l'authentification parfois, et qui se charge également des conditions donc, de chiffrement, hein, pour pouvoir garantir la confidentialité des données et qui sont véhiculées par le canal du VPN. On fonctionne comme ça. Mais finalement, c'est exactement ce que je fais au bureau, hein, ça ne change rien. Ce qui va se passer par contre, et pour un certain nombre de raisons qu'on pourra évoquer un peu plus loin, c'est que le fait de travailler chez soi va diminuer au profit d'un autre mode de travail qui va être celui du coworking. Alors pardonnez cet anglicisme, hein, mais c'est le fait de trouver des espaces à côté de chez moi qui met à ma disposition des conditions donc, de fonctionnement, des connexions de réseau, fibre optique, etc., et qui permettent de travailler. Et puis surtout, qui ont le gros avantage de m'éloigner de mon domicile. Parce que, et on pourrait citer donc, un certain nombre d'études qui ont été menées, pour la majorité des gens, le fait de se retrouver à la maison n'est pas accepté de gaieté de cœur, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui, au début, qui est très bien. Mais après ça, on s'aperçoit assez rapidement que ça a quand même pas mal d'inconvénients. Donc, on va aller plutôt se réfugier dans un espace de coworking, on va trouver des gens différents, et finalement, c'est un autre bureau. Sa différence, c'est que je vais y aller à pied, ou je vais y aller avec ma bicyclette. Ça va se développer beaucoup plus que les espaces personnels. Bien, donc là, on est dans un mode, disons, tout à fait normal. Hein, bien. Le deuxième palier va être celui des espaces de travail. C'est-à-dire que plutôt que se connecter par un VPN au système d'information et à certaines fonctions du système, eh bien, je vais mettre en place un menu des réjouissances, avec dedans un certain nombre de fonctions auxquelles j'aurai accès, mais j'aurai un menu. Votre espace à vous. Alors vous allez vous connecter bien sûr par des VPN, mais vous aurez quand même une interface qui aura été intelligemment élaborée. Vous n'êtes pas au bureau là, mais vous pourrez quand même utiliser du bureau. Et donc vous allez vous connecter là-dessus. On fait un effort d'interfaçage et non pas simplement la mise en œuvre d'un VPN. Et là-dedans, on va trouver quoi? La liste des fonctions autorisées. On va trouver des fonctions d'autorisation ou d'authentification si elles ne sont pas prises en compte par le VPN et donc par le pare-feu. Hein. Il y aura éventuellement des modules de transfert technique qui feront partie de mon interface. Hein. Des modules de transfert technique, par exemple, transfert de gros fichiers. Vous voyez, des modules techniques comme ça, ou des fonctions de chiffrement si je veux garantir la confidentialité de mes messages, par exemple. Vous voyez, ou si je veux signer électroniquement une facture que j'envoie à un client, tout ça, ça doit être disponible sans que j'ai besoin de le chercher. Donc, on va faire un effort de présentation, ce qui est quand même une étape, à mon avis, supérieure, une étape de plus par rapport à la simple mise en œuvre d'un VPN. On va trouver pour les développeurs, on retrouvera des espaces rien pour eux. Ou pour les ressources humaines, il y aura un espace rien que pour eux. Et puis on aura le centre d'appel au secours.
au secours, j'ai un problème avec mon imprimante. Ah oui, elle n'était pas branchée. Bon, vous connaissez bien l'histoire. Et donc, il faut pouvoir s'adresser à quelqu'un et ne pas se retrouver tout seul, car c'est bien ça le problème. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands reproches que l'on fait donc, au télétravail, c'est que les gens ressentent beaucoup d'isolement, ils se sentent tout seuls. Voilà, donc, ils ont un peu peur parce que s'il arrive quelque chose, eh bien, ils ont le sentiment qu'ils ne pourront pas se sortir donc, de la situation. Ça, c'est un deuxième niveau. Alors, on a fait des efforts hein, de ce point de vue-là maintenant, j'allais dire grâce, non, à cause du Covid. Hein. Et puis le troisième niveau, alors, on en a déjà parlé, c'est celui donc, des espaces virtuels, ce qu'on appelle donc les métaverses. Métavers, donc, qui simulent les conditions concrètes donc, de fonctionnement d'une entreprise. En fait, c'est l'entreprise, hein, au moins une partie de l'entreprise. Je suis représenté par un avatar, hein, très bien. Un avatar, bien sûr, par hasard, pour les hommes, je vous l'ai souvent dit, c'est plutôt Brad Pitt qu'un autre. Hein. Voyez, donc on est représenté par un avatar, puis on se promène dans les locaux, dans les bureaux, on va chercher quelque chose. Enfin, voyez, on va commander à l'agence de voyage qui fait partie de l'immeuble, on va commander donc un billet, etc. Bon, ça, les métavers. Alors, beaucoup de gens disent aujourd'hui que c'est une folie. Alors, on a des mots très durs hein, là-dessus. Mais moi, je suis certain que ça va arriver. C'est une évidence. Ça n'arrivera peut-être pas demain matin, mais ça viendra demain. Et ça sera un petit peu l'aboutissement d'une espèce de virtualisation, non seulement de mon comportement à travers le télétravail, mais également la virtualisation de mon entreprise. Et quand je serai au bureau, il est très probable d'ailleurs que par moment, je me déplacerai, et puis par moment, je me contenterai simplement de mon métaverse. Ça, vous savez, ça sera comme ça. À horizon, allez, entre 5 et 10 ans, et aujourd'hui, on commence à voir donc des choses, et évidemment, ce sont des modes de travail qui seront très utilisables donc à distance. Alors, je pense, si vous voulez, que le télétravail, de mon point de vue, fait partie de ce qu'on appelle la transformation numérique. Et je dirais même, les fonctionnements virtuels d'une manière générale sont les éléments presque les plus importants de la transformation numérique. Alors, on a eu l'occasion d'évoquer donc ce qu'est la transformation numérique, et vous avez vu un peu quelles sont quelques réticences que j'exprime sur ce plan-là. Ce n'est pas une autre informatique, pas du tout, hein, c'est simplement la continuation d'une informatique qui existe déjà, mais le télétravail, évidemment, en fait partie, hein, en fait fortement partie. Alors, pourquoi donc cette transformation numérique et télétravail? Donc je dis que le monde change, j'ai eu l'occasion de le dire tout à fait au début, le monde change, mais on ne veut pas le voir. Combien d'entreprises je vois aujourd'hui qui ne veulent pas voir ce qui se passe? C'est extraordinaire, hein, on ne veut pas le voir. Alors pourtant, depuis 10 ans, on voit bien tous ces indices hein, qui témoignent donc de l'émergence d'un changement profond. Et évidemment, on n'avait pas prévu donc le Covid. Mais le Covid, il est là maintenant. Hein. On a besoin, on constate quoi? Les gens ont besoin d'indépendance. C'est particulièrement vrai au Québec, ça. Beaucoup de besoin d'indépendance. Ils ont besoin donc de plus de responsabilités. Le carcan de l'entreprise à la japonaise dans laquelle on est, c'est la famille, on ne l'acquit jamais, hein, si ce n'est les pieds devant. Ça commence à être un petit peu agaçant, vous voyez. Et je crois que le Covid, finalement, n'aura fait qu'accélérer le mouvement. Hein, et donc, ça a été le détonateur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y avait un avant et puis il y aura donc un après. Et je pense que le télétravail, effectivement, n'est qu'un aspect donc, de la transformation numérique. Et donc, il va falloir, que ça nous plaise ou non, revoir notre conception du travail. Il va falloir le faire. Parce qu'on est obligé de fonctionner comme ça. Ça ne sera plus pareil donc, demain, et même à se poser des questions, et je vais le faire, des questions donc, qui sont quand même extrêmement dérangeantes. Hein. Alors, quelques caractéristiques que j'avais eu l'occasion déjà d'évoquer. On va vers une connexion en totale ubiquité maintenant, c'est-à-dire qu'on est toujours connecté. Voilà. On est rémunéré donc en fonction des tâches que je disais, non plus en fonction du temps passé. Les employés, particulièrement ceux de l'informatique, vont avoir plusieurs employeurs et donc plusieurs contrats. C'est la fin, je suis désolé de le dire, mais c'est la fin des contrats à durée indéfinie. Vous savez, en France, on parle de CDD, des contrats à durée déterminée, et puis des contrats à durée indéterminée. Je suis convaincu que les CDI seront presque interdits.
hein, puisque ça ne correspond pas. On n'engage pas quelqu'un maintenant sur toute sa vie, ce n'est pas possible. Et donc, ça va changer. Alors, bien entendu, ce que je dis là, je vais me faire assassiner. Hein, en France, me faire assassiner, on va me traiter de fasciste. Mais moi, je ne fais que constater. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui la difficulté qu'ont les personnes qui cherchent un refuge. Mais en fait, ce n'est pas un refuge qu'il faut trouver, c'est une activité. Et donc, on est sur des mauvaises bases. Et donc, ces contrats à durée indéterminée, à mon avis, vont disparaître. Donc, augmentation exponentielle, ce qui se voit vraiment en particulier au Québec, hein, des entreprises individuelles, et on a eu l'occasion aussi de l'évoquer, c'est que les frontières du travail, mais elles vont disparaître. Vous savez, c'est le nuage de Tchernobyl. Il ne s'arrête pas à la frontière en Allemagne, mais à la frontière en France. Évidemment, maintenant, on travaille avec des gens qui sont partout dans le monde. Hein, c'est comme ça. On a beau dire, je vais privilégier, protéger, tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Et donc, on va travailler avec des gens qui seront partout ailleurs. Et donc, tout ça fait que eh bien, ça va bien entendu favoriser des modes de fonctionnement qui ne sont plus du tout les mêmes. Alors, j'ai repris des chiffres ici d'une enquête qui a été menée par l'ordre donc des conseillers en ressources humaines agréés au Québec. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Eh bien, ils ont donc fait une enquête auprès de leurs adhérents. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Eh bien, que pour les employés, la perception était différente de celle des entreprises. D'ailleurs, je suis un peu étonné que les entreprises sont un petit peu pessimistes. Enfin bon. Pour les employés, eh bien, 62% donc des gens estiment que l'idéal, c'est le télétravail à temps plein, voire un paramétrage à la demande, hein, c'est-à-dire par eux-mêmes, hein, des conditions de ce télétravail. Donc ils disent, on va dire, le mode de fonctionnement par défaut, c'est le télétravail. Et il n'y en a que 37% qui privilégient, je parle bien entendu ici, c'est eux qui parlent de ça, hein, on ne parle que des métiers qui s'y prêtent, pas tous les métiers bien évidemment. Et 37% disent, moi non, je préfère aller au bureau. Bon, très bien. Par contre, vous voyez, les entreprises ont une attitude qui est un tout petit peu plus, on va dire, un peu plus contestable. Je pense que c'est pour d'autres raisons, alors qu'il y a des chiffres qui contestent un petit peu donc, ceux de l'ordre des conseillers en ressources humaines. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui rentre maintenant donc, d'une manière de plein pied donc, dans les mœurs. Alors, je rappelle ce fameux modèle donc à 5 niveaux qui est assez répandu aujourd'hui. Hein. On aime bien donc classer les choses. Alors, le niveau 1 en télétravail, c'est qu'il n'y a pas d'action coordonnée. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé au début donc, du Covid. Hein. Et les personnels donc, se servent de leur machine pour accéder à leur courrier, pour participer à quelques réunions Zoom ou Teams. Hein. Mais bon, il n'y a rien de très pensé là-dedans. Niveau 1, c'est un peu le chaos, il faut dire la vérité. Le niveau 2, la plupart des entreprises y sont maintenant en télétravail. Le cas le plus courant, là, on a en général installé, on dispose donc d'une couche de collaboration ou de coopération qui peut être Slack, mais Slack a été racheté maintenant, ou qui peut être Office 365, Google, etc. Là, on est connecté, donc en général, 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Il n'y a eu aucune adaptation, formation qui a été donc imaginée, et les rejets ont été nombreux. Parce qu'on l'a imposé au forceps. On a dit ce sera comme ça et pas autrement. Donc là, ouais. Mais finalement, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est que ce n'est qu'au fond qu'un moyen d'atteindre le bureau. Vous voyez, ce n'est pas une personnalisation véritablement de l'espace de travail. La plupart des entreprises sont à ce niveau-là aujourd'hui, donc elles ont des progrès à faire. Le niveau 3, là, le télétravail a été adapté. Hein, on organise des réunions, on essaye de ne pas le faire dépasser les 30 minutes ou l'heure ou les 2 heures. Hein. On a un agenda qui est établi longtemps à l'avance et qu'on essaye donc de respecter. Les invités qui participent à ces réunions sont utiles, ils ne viennent pas simplement voir s'il fait plus chaud dans le bureau que dans le leur. Vous voyez, donc, les choses sont quand même plus cohérentes, on va dire, plus professionnelles. Hein. Et donc, il y a un responsable qui est responsable donc, du télétravail ou des activités virtuelles, et donc qui a été désigné en liaison avec les ressources humaines, parce que même si je leur reproche, on va dire, d'être un petit peu en retrait de la réalité donc, des fonctionnements d'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans eux, ce n'est pas possible.
Il faut absolument donc fonctionner avec eux, quitte à les aider. Hein. Notre rôle, nous aussi, au TI, c'est un petit peu ça. Hein. Bon, le niveau 4, ah oui, je disais que les réunions, alors ça, les réunions, on dirait, le télétravail n'y changera pas grand-chose. Les réunions, en principe, ont des buts bien précis. Hein. Ce n'est pas pour commenter les derniers matchs de soccer ou de hockey. Voilà, ce n'est pas fait pour ça. Mais quand on regarde le déroulé de certaines réunions, je veux dire, il y a quand même de quoi se poser des questions. Hein. On passe la moitié du temps pour commenter le compte-rendu de la dernière fois et ensuite on passe le reste du temps pour préparer la réunion prochaine. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Hein. Mais bon. Le niveau 4, là, vraiment, on va avoir un usage plus performant, donc des moyens de communication. Alors, on aura de tout, il y aura de la synchrone avec de la messagerie, il y aura du Zoom avec de la vidéo, il y aura des courriels, de la messagerie instantanée. Et il y a même des gens, vous n'allez pas le croire, il y a des gens qui se servent d'un machin on appelle ça un téléphone. C'est un truc bizarre. Hein. C'est-à-dire que vous le mettez sur votre oreille, et vous parlez dedans et le correspondant vous entend. Il y a encore des gens aujourd'hui qui se servent de ça. Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu curieux dans ce monde ultra moderne et ultra virtuel, mais bon, mais c'est comme ça. Et vous remarquerez d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, contrairement à ce qu'on avait imaginé à un moment donné, eh bien, les réseaux commutés téléphoniques filaires sont très vivants aujourd'hui. Ils ne vont pas disparaître, ils viennent en complément donc des technologies plus modernes, disons plus avancées que sont par exemple les réseaux cellulaires. Et puis le niveau 5, là c'est vraiment le Graal, là ici tout est géré correctement. Le télétravail est une excroissance du bureau, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, et éventuellement accessible à travers donc un métavers. Et donc, ça sera, à ce niveau-là, c'est une alternative au bureau. Et vous voyez, chaque usager va s'organiser en fonction de ses propres contraintes. Il y a des moments où il sera donc dans l'espace virtuel, il y a des moments où il sera au bureau, des moments où il sera ailleurs, il sera toujours accessible quand même, mais il va s'organiser. Et en plus, ça va bien marcher. Hein, ça va bien marcher. Bon, voilà, c'est les 5 niveaux que l'on prétend. Moi, je préfère, si vous voulez, donc, la dénomination que j'ai présentée tout à l'heure, à savoir les VPN aujourd'hui, les espaces de travail avec une interface un peu intelligente, et puis finalement l'arrivée d'espaces virtuels de type métaverse. Bien. Bon. Alors, les ingrédients que l'on dispose aujourd'hui, bon, bah, on les connaît bien. Hein. Je les rappelle simplement, donc des réseaux mobiles. Je rappelle tout de même qu'on arrive maintenant à du 10 gigabits par seconde sur des réseaux cellulaires. C'est quand même assez fou. Hein. On a des fibres optiques avec des vitesses considérables, on a des réseaux donc, satellitaires basse altitude qui nous donnent des temps d'accès maintenant qui sont inférieurs à 30 à 50 millisecondes, donc on peut faire du transactionnel avec ça. Donc on a véritablement des réseaux qui répondent. Hein. Disponibilité partout. Hein. Alors vous me direz, c'est un peu différent selon qu'on est en France ou au Québec. C'est vrai qu'au Québec, il y a des endroits là-bas dans le nord, hein, il y a plus d'ours ou de grizzlies que de routeurs cellulaires. C'est vrai. Mais quand on regarde la partie plus peuplée donc, du Québec, on n'a pratiquement jamais de discontinuité sur les réseaux. Hein. Quand on fait le trajet entre Montréal et Québec, 230 km à peu près, aujourd'hui, 4G, 5G, il n'y a aucune coupure. Et pourtant, par moment, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Donc, quand même, ces réseaux sont disponibles. C'est exactement le problème local de la France, qui est un petit pays, hein, la France. 551 000 km² de superficie. Et surtout, j'allais dire même une compétence en matière technologique et en matière de réseau qui n'est plus approuvée maintenant. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, on aura des réseaux disponibles partout. Des VPN, on en a parlé bien sûr, les espaces de coworking, on le voit ici sur cette image, donc ils sont en train bien sûr de beaucoup se développer, des outils de vidéoconférence tels que ceux que j'emploie actuellement, qui sont quand même très performants, hein, faciles à mettre en œuvre, et qui sont, pas toujours, mais parfois, c'est le cas de Microsoft, avec donc Teams connecté donc à Office 365, donc il y a un lien entre les outils de productivité, la messagerie, la bureautique, etc., avec des outils de communication. Les algorithmes de chiffrement donc, nous aident à garantir donc, la confidentialité, bien sûr. On pourrait même évoquer donc, l'intégrité avec la signature électronique. L'authentification est unique, bien entendu. On ne va pas se connecter 18 fois si on accède à 18 fonctions différentes. Donc, on a un système SSO, Single Sign-On, qui me permet donc de m'authentifier qu'une seule fois.
Mes machines aujourd'hui, mais ce sont des Formule 1 extraordinaires. Elles ont des capacités de mémoire absolument faramineuses et l'informatique n'est plus ce qu'elle était, c'est-à-dire un obstacle. Avant, c'était comme ça. Avant, on avait vraiment des problèmes donc, de comportement de l'informatique, mais c'est plus ça maintenant. Maintenant, ce n'est pas le poste de travail, c'est même pas la tablette, même le smartphone qui va constituer donc un blocage. Et puis, dernier point, et là, on a fait des progrès relativement récents qui sont sympathiques, c'est qu'on a besoin d'un bureau virtuel qui soit transposable d'une manière automatique d'une machine à l'autre. C'est le cas, par exemple, de Windows 11 qui est sorti donc, il y a quelques semaines maintenant, dans lequel vous pouvez très bien travailler, avoir votre espace de travail sur votre machine, vous éteignez votre machine, vous rallumez votre tablette, vous avez le même espace de travail. Et vous récupérez vos fichiers. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir me déplacer, ne pas être encombré par une machine et puis, vous voyez, qui est lourd. Et donc, c'est comme ça. Et donc, avoir un espace de travail virtuel qui sera transposable d'une manière automatique. Et quand j'irai dans mon coworking, eh bien, j'ouvrirai ma machine, ok, je m'identifie, paf, je me retrouve avec mon espace virtuel. Et ça, on a fait beaucoup de progrès. Ça va favoriser fortement l'usage de ces technologies-là. Alors, je voudrais évoquer avec vous maintenant les avantages du télétravail et puis les inconvénients également. Alors, les avantages et les inconvénients, on va les voir pour les employés d'abord, hein, et à côté donc pour les entreprises. Alors d'abord, pour les employés. Alors, c'est vrai que le télétravail, hein, le fonctionnement à distance, moins de perte de temps dans les transports et on a moins d'envie de meurtre en cas de grève des chemins de fer. Bon. Moi, j'ai vécu ça souvent. Bon, c'est quand même, on est un peu moins énervé. Il y a des fois où on est quand même légèrement énervé. On peut donc maintenir, c'est un autre avantage, l'activité, quelles que soient les circonstances, hein, il n'y a pas de souci. La distance kilométrique entre le domicile et l'entreprise revêt beaucoup moins d'importance maintenant. Hein, étant donné que la distance compte moins, eh bien, on hésitera peut-être moins aussi à choisir un poste ailleurs. J'ai un exemple ici récemment, une personne qui travaillait à Jakarta, donc en Indonésie, s'installe en France dans ce qu'on appelle le Périgord noir, et puis toujours avec les mêmes conditions. Hein. Ensuite, est parti à Cadix en Espagne, donc avec des circonstances encore différentes, et puis maintenant, il est en train de se transférer au Portugal. Bon, ça ne pose aucun problème. La notion de distance, elle va donc disparaître. Or, ça, c'est quelque chose qui n'était pas gênant en Amérique du Nord. Par contre, en Europe, ça l'était. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui, parce qu'ils avaient construit une maison, et ça se comprend très bien d'ailleurs, et qu'ils s'étaient engagés dans une zone géographique bien précise, répugnaient à aller faire 1000 km pour refaire une autre vie. Maintenant, avec les technologies virtuelles et le télétravail, vous pouvez travailler où vous voulez, hein, même dans la salle de bain. Il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Donc la notion de distance entre l'entreprise et puis vous, hein, eh bien, maintenant a moins d'importance. Ça permet aussi, à mon sens, un gros avantage, de mieux organiser donc son temps. Je constate, c'est vrai, en télétravail, une plus grande productivité et concentration. Alors, vous me direz, on peut contester. Mais j'ai vu les chiffres. Hein. On parlait tout à l'heure de 2,5% donc, de temps supplémentaire, mais surtout, on a une meilleure productivité donc, globale. Ça, ce n'est pas contestable. Hein. J'allais presque dire qu'on a presque plus de soucis au bureau. Vous voyez, on peut être dérangé par d'autres personnes, vous voyez, plus qu'à la maison, plus qu'à dans son domicile. Au domicile, on travaille, finalement, on est plus concentré. C'est simplement le constat que nous faisons aujourd'hui. Hein. Donc, on a une meilleure productivité et une meilleure concentration. C'est-à-dire ce qui correspond au fait qu'on est plus fatigué à travailler en mode télétravail que si on était au bureau. On constate également une réduction donc drastique de l'absentéisme. C'est vrai, j'ai dit, on ne peut pas s'absenter de chez soi. Donc, c'est vrai qu'on constate quoi? Eh bien, finalement, la présence des individus, qu'ils soient à distance ou pas, eh bien, elle est plus faible.
Oui, c'est quand même un gros avantage. Et on s'aperçoit également que les salariés eh bien, présentent une plus grande fidélité par rapport à leur entreprise. Et beaucoup d'employés aujourd'hui considèrent que le télétravail, c'est plus qu'un avantage maintenant, hein. C'est une nécessité. C'est particulièrement vrai donc, en Amérique du Nord, mais en France, ce n'est pas la même chose, hein. Et donc, ça sera de plus en plus le cas. On n'ira pas travailler dans un endroit où il faut aller au bureau. Du côté des entreprises, si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que, évidemment, conséquence donc, de réduction des temps de transport, réduction donc, des risques liés au déplacement, meilleure réactivité donc, de l'entreprise. C'est vrai, l'entreprise est plus résiliente, comme on dit aujourd'hui. Les réorganisations permanentes de l'entreprise pour s'adapter à un nouveau produit, à la concurrence, etc., ou à la réglementation, c'est plus facile à faire comme ça qu'avec des structures qui sont figées. Là, c'est quelque chose de plus malléable, de plus ouvert. On économise bien sûr sur l'immobilier et d'une manière générale, on va économiser sur les frais généraux. Ce qui est d'ailleurs, tous ces avantages me font quand même, ça m'oblige à me poser une question sur l'enquête qui a été menée donc, par cet organisme québécois qui a l'air de montrer que finalement les entreprises sont assez réticentes à ça. Mais je crois que les raisons d'ailleurs ne sont pas là. Maintenant, les inconvénients, parce qu'il y a quand même des inconvénients, c'est certain. C'est l'isolement social. C'est vrai que les gens sont tout seuls. Et on me dirait, oui, mais ils sont dans leur famille. Oui, mais leur famille a autre chose à faire. Leurs enfants ont des devoirs à faire, ils vont jouer, leur épouse probablement travaille dans son propre épouse ou époux, conjoint ou conjointe, bien sûr, hein. Donc, on est isolé socialement. Et ça, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui est très mal perçu. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah oui, mais c'est quand même pas très évident de faire une carrière entre la cuisine et la salle de bain. » On a un peu le sentiment, non seulement qu'on est isolé, mais en plus qu'on est abandonné. Abandonné, donc on va nous oublier, alors que tous les collègues sont exactement dans la même situation, hein. Mais donc, vous voyez, difficile de faire une carrière dans ces cas-là. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça peut être ressenti. Ensuite, le recouvrement entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est absolument inéluctable. Ce n'est pas agréable, hein, je suis d'accord, mais c'est inéluctable. Donc, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça vraiment, qui n'apprécient pas du tout, et je les comprends, hein. Renforcement donc, du sentiment de solitude, hein. Le temps passé à recueillir des informations et qui a augmenté. C'est vrai que c'est plus facile quand on est au bureau d'aller chercher quelque chose que de passer par une interface pour retrouver des informations. À la limite, au bureau, je peux aller voir un collègue à qui je vais demander, dis donc comment je fais pour avoir ceci ou cela. Donc c'est vrai que le temps passé à recueillir des informations peut augmenter, voire d'une manière d'ailleurs assez vertigineuse. C'est la mise en œuvre, c'est la mise en évidence de ce que j'en ai souvent parlé, donc ce qu'on appelle les faux emplois, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire. Alors, il faut appeler les choses par leur nom, hein. Ce n'est pas de leur faute, c'est simplement parce qu'ils ont été abandonnés par leur hiérarchie, qui a les moyens d'entretenir donc, des faux emplois, et il y en a énormément, et particulièrement dans les administrations et dans les grandes entreprises qui ont les moyens. Alors, je sais que vous êtes en train de hurler en ce moment, mais moi je l'ai vu hein, dans pas mal d'endroits, hein. Et donc, c'est terrible, hein. On avait évoqué donc, le mal-être de ces gens qui n'ont rien à faire, qui peut conduire au bore-out. Le bore-out, donc, c'est ce sentiment d'inutilité que vous pouvez ressentir et qui conduit assez souvent donc, à des suicides. Il faut le dire tel que. On a des difficultés aussi quand on est en mode télétravail à accompagner donc, les nouveaux arrivants. Des gens qui arrivent voilà, pour introduire des nouveaux produits et pratiques. C'est quand même plus facile d'être réunis, de voyer ensemble, on va se toucher, on se voit. Et c'est pour ça que, par exemple, dans une méthode agile telle que Scrum, on ne veut pas entendre parler de fonctionnement à distance. On dit non, on est tous dans le même bureau et si on veut travailler ensemble, on se lève et on va aller se joindre. Bon. Il y a un risque également d'intensification du travail. Moi, je crois que c'est assez vrai, ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous le disais, on travaille plus, c'est plus fatigant et donc il y a un risque d'intensification qui est absolument évident. La motivation des gens qui travaillent à distance est difficile à maintenir dans le temps. Ils se sentent non seulement isolés, mais en plus, au bout d'un moment, ils en ont assez.
Ils en ont assez, et donc, et s'ils sont obligés, parce que c'est qu'on est confiné avec le Covid, on ne peut pas faire autrement, mais si c'est parce que c'est une décision de ma direction qui me dit, voilà, vous passerez 4 jours chez vous, puis une journée donc au bureau, ça peut être extrêmement mal ressenti. Et les motivations vont être difficiles à maintenir. Par ailleurs, le fait d'être de tout seul, encore faut-il pouvoir se gérer soi-même. Hein. Or, une part non négligeable des télétravailleurs ne sont pas capables de s'autogérer. Hein, là aussi, c'est un inconvénient donc, des méthodes agiles quand on fait du développement. Et donc, c'est assez délicat. Hein. Donc, ils ont besoin, certaines personnes ont besoin qu'on leur dise voilà ce qu'il faudrait faire. Ça les rassure. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins bons, hein, c'est pas ça. C'est parce que c'est dans leur gène. Ils sont comme ça, ils ont envie plutôt qu'on leur explique. Enfin, on leur dit ce qu'il faut faire. Par contre, ce qu'il faut faire, ils le font très bien. Mais il faut peut-être leur dire. L'autogestion, ce n'est pas quelque chose d'évident. En plus, il y a quelque chose qui est très bête, mais le fait de rentrer chez soi. Quand on était au bureau avant, arrivé le soir, 4h, 5h, 6h, 7h, je rentre chez moi. Il y avait un côté agréable là-dedans. Je rentre à la maison, je vais retrouver mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, etc. Je rentre chez moi. Là, vous ne rentrez plus chez vous, vous y êtes toujours. Et donc, il y a une espèce de frustration, vous voyez, ce plaisir que l'on avait auparavant qui n'existe plus. Puis alors, vous avez énormément de problèmes de santé. Vous avez du stress, vous avez de l'agacement, les gens qui sont extrêmement énervés, qui sont très anxieux, des addictions nouvelles, ils se mettent à fumer. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont se droguer, mais c'est tout juste. Hein. Donc, des addictions nouvelles. Vous voyez, ils ont de l'hypertension. Mais je ne fais que témoigner de la réalité. Hein. Je pourrais vous citer et montrer donc, des enquêtes qui ont été menées par des médecins, par exemple. Donc, de l'hypertension. Et il y a eu des AVC qui étaient dus à ça. Donc, des attaques, on va dire, excessivement graves, qui venaient finalement d'une certaine inadéquation des personnes aux conditions de travail qu'on va leur imposer. Ça, c'est quand même un gros inconvénient. Hein. Il faut donc savoir où on va, et d'où les ressources humaines. S'il vous plaît, intéressez-vous donc au sujet. Côté entreprise, maintenant, comme inconvénient, eh bien, les conditions de travail sont à distance, sont quand même plus difficiles à vérifier, à administrer, à gérer. Le management est beaucoup plus compliqué à exercer. Et ça, je crois, pour les entreprises, c'est ce qui explique probablement ce désamour par rapport au télétravail. Donc, parce que c'est compliqué. C'est un point majeur, ça. Comment je fais pour gérer et pour manager donc, mes équipes? Alors, on va vous donner plein de bonnes pratiques pour ça, je sais, d'accord. Mais c'est quand même pas simple, hein, pas évident du tout. Difficulté de communication, moi je prétends que rien ne remplacera donc une communication face à face. Oui, parce qu'on ressent les choses quand on se voit, et là on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Hein. Le télétravail a augmenté l'insécurité du système d'information, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été menées à travers ça, à cause du Covid, hein, bien évidemment, mais ça a créé des brèches énormes, les entreprises n'ont pas du tout apprécié, hein. Donc, parce que la perte de contrôle des ressources à distance peut être catastrophique. Évidemment. Et puis la distance également peut entraîner des différences de traitement. Alors ça, c'est très pervers. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part un peu de misogynie, vous voyez, un peu de misogynie, c'est-à-dire que les femmes seraient assez souvent donc traitées différemment. Eh bien, le fait de travailler à distance, eh bien, ça amplifie ce phénomène, ce qui n'est vraiment pas donc à notre honneur. Mais c'est vrai, hein, ça amplifie ce phénomène. Bon, ça, c'est quelques inconvénients. Maintenant, on peut proposer quelques bonnes pratiques. Hein. Moi, je pense que, alors, on en prendra ce que l'on voudra, mais d'abord, fournir le meilleur environnement technique pour les télétravailleurs, pour éviter, entre autres, l'effet d'isolement. Il faut être très précis sur ce qui doit être fait en entreprise et à distance. Après tout, ça peut se définir, ceci dans une charte de fonctionnement du télétravail. Il faut communiquer en permanence sur les problèmes rencontrés et ne pas attendre qu'ils deviennent une dette sociale ou technique. Il ne faut pas attendre que ça pourrisse. Il faut les traiter donc rapidement. Il faut organiser et faciliter la mise en place de sous-groupes, disons, d'intérêts communs. Il y a pas, les gens qui travaillent au commercial ou qui sont des vendeurs n'ont pas forcément d'atomes crochus avec des gens qui travaillent à la comptabilité. Donc, il faut pouvoir créer, on va dire, des petits groupes, un peu comme à la cantine ou au restaurant. Pareil, il faut recréer cette ambiance-là.
En fait, votre objectif dans le télétravail, ça sera toujours de reconstituer des conditions de convivialité du travail. Bien. On va bien définir donc les règles en termes de disponibilité, ce sera la charte du télétravail, le respect des délais, les demandes d'assistance. Hein. On donnera également au management, si on y arrive, de quoi faire son travail. Hein. On organisera des sessions de communication avec d'autres managers et utilisateurs. On poussera beaucoup donc la communication. On favorisera le mode hybride, même en dehors donc, de la pandémie, parce que tout ceci ne s'applique pas uniquement donc, à la pandémie Covid, hein. Ça s'applique à n'importe quelle on va dire, condition. Avec la direction des ressources humaines, on va s'assurer que les usagers ne sombrent pas dans un climat délétère, parce qu'on ne le voit pas, hein, et on ne se rend pas compte. Hein, vous savez, même à travers des solutions très sophistiquées comme aujourd'hui, mais on ne le voit pas. Hein, d'autant plus que beaucoup de personnes sont un tout petit peu inhibées lorsqu'ils sont devant une caméra. Donc c'est assez délicat. Définir à l'avance les règles de rémunération, personne ne s'en occupe de ça. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse dire, attendez, vous m'obligez à rester devant un écran où je deviens complètement barjot, fou, eh bien, il faut peut-être réfléchir un petit peu à la rémunération, d'autant plus que vous me demandez d'être disponible, hein, tout le temps. Hein. Il faut mettre en place donc des indicateurs, les fameux dashboards, pour s'assurer des progrès des équipes. On fait le point régulièrement sur la charge de travail donc, qui a été donc, assurée. On prévoit des plages d'horaire pour se contacter. Il est 11h45, donc midi à Montréal, je sais qu'un tel, je peux le contacter. Voilà. Et donc, il faut faire ça et respecter donc, ces plages horaires. Et puis, ne pas exagérer. Encore une fois, le télétravail, ce n'est pas un objectif. Hein. C'est un moyen simplement comme un autre qu'il va falloir adapter donc, aux besoins. Alors, je vous ai mis ici un certain nombre de... Parce que quand on lance des projets comme ça, il faut quand même vérifier si on est vraiment dans la bonne direction ou pas. Donc, il y aura des indicateurs de suivi alors que l'on pourra calculer de manière automatique, mais d'autres qui vont être le résultat d'enquêtes qui seront faites auprès des utilisateurs. Alors, je vous en ai donné quelques-uns ici. Donc, choisissez quelques-uns. Hein. La répartition du télétravail par sexe, département donc, et âge, le nombre de jours effectivement télétravaillés ramenés donc, à la semaine et au mois, et comparer ça donc, avec les prévisions. C'est les conséquences, donc, sur ce que je disais tout à l'heure, du télétravail sur l'absentéisme, les mesures, donc, mesures de la satisfaction des usagers, est-ce que les gens sont contents ou pas? Donc, ce sont des enquêtes. On mesure également l'économie de temps, donc domicile-bureau, et on va l'évaluer du point de vue financier pour regarder qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on gagne de l'argent. Les impacts ressentis sur la santé, il ne faut pas lésiner, hein. Le pourcentage de personnes fatiguées, stressées, isolées. On va évaluer également l'accompagnement technique qui est peut-être insuffisant. On va évaluer l'accompagnement social, sur lequel j'insiste beaucoup, parce que c'est difficile pour les gens de se retrouver tout seuls. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Et même si ça présente beaucoup d'avantages, souvent c'est considéré comme une grosse perturbation. Donc un accompagnement social. Regardez les conséquences fâcheuses que j'évoquais tout à l'heure. Mesurer l'impact sur la convivialité du travail. Est-ce que finalement les gens se disent « c'est sympa maintenant ». C'est beaucoup plus sympa, là j'ai mon chien avec moi, je peux travailler, c'est agréable. Est-ce que c'est convivial ou non? Bon. Déterminer et mesurer donc les difficultés nouvelles, on parlait de l'accès à l'information, mais ça peut être aussi la résolution de problèmes techniques ou de problèmes de clients. Hein, si vous êtes un service après-vente pour les clients, bon, voilà, donc ça, bien entendu, ça va dépendre des métiers. Et puis on pourra demander également un point de vue global si on pouvait choisir. Alors, maintenant, pour terminer sur ma présentation, il va rester 3 ou 4 minutes si vous voulez bien, il y a un certain nombre de raisons qui font que le télétravail pourrait ne pas marcher. Alors, je les ai indiquées ici, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est un peu dur, hein, vous allez voir. Hein. D'abord, pas d'anticipation sur les changements qui nous sont imposés. Boum, ça nous tombe dessus, on n'a rien anticipé. Les managers privilégient la proximité des troupes et la présence des gens, parce que c'est plus rassurant pour eux, c'est surtout pour eux. L'opposition des petits chefs, hein, j'en ai souvent parlé, des petits chefs haillons qui servent à rien et qui mesurent leur importance au nombre d'employés donc placés sur leur responsabilité, évidemment, pour eux, ça ne marchera pas. Hein. Donc, ça sera une force d'opposition qui, croyez-moi, est particulièrement importante.
Bon, surtout dans les grosses structures. Hein. Une direction générale qui ne s'intéresse pas au sujet, ce n'est pas financier, pas très financier, donc ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de charte de télétravail claire qui a été donc élaborée pour élaborer donc, le télétravail. Il y a beaucoup de pesanteur, alors là, attention aux mots que je vais utiliser, beaucoup de pesanteur sociale. C'est-à-dire que quand on regarde les choses d'une manière impartiale, les entreprises et les représentations donc, sociales ne poursuivent pas les mêmes buts. Non, on peut présenter les choses comme vous voudrez, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas et on ne s'entend pas. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et on voit aujourd'hui des conflits à cause de ça, et quand même, qui vont d'ailleurs s'exacerber à partir du moment où le Covid aura disparu. Je pense que par ailleurs, le management a vieilli. Hein, pas toujours, mais bien souvent, il a vieilli. Les employés, je l'évoquais tout à l'heure, bien souvent ont peur du chômage, du vide, de l'inconnu, et pour eux, le passage en télétravail, la responsabilité personnelle est quelque chose qui est épouvantable et qui est extrêmement mal perçu. Voyez, donc, on va dire, donc, par ailleurs, donc, des domiciles qui ne sont pas adaptés, je n'ai pas la place. Donc, il me faut un outil, il me faut du coworking, mais il n'y en a pas à côté de chez moi. Donc, comment je fais? Alors, je dois travailler sur un coin de table avec tout le monde qui crie, la télévision qui hurle. Comment voulez-vous travailler comme ça? Or, c'est quand même la majorité des cas. Hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Et donc, ça explique pourquoi ça ne pourrait ne pas marcher. Hein. Le télétravail, qui est aussi, ça aussi, c'est une raison, qui est considéré comme une extension des modes habituels, alors que c'est un mode de fonctionnement à part entière. Hein, je vous dis, c'est un mode de fonctionnement que vous utilisez ou non, mais vous n'êtes pas obligé pour ça d'être chez vous. Vous pouvez très bien l'utiliser donc au bureau. Des métiers qui ne sont pas adaptés, ça c'est normal, évidemment, si vous fabriquez donc des pièces métalliques, hein, ça ne marchera pas pour vous. Le refus a priori donc, de personnel, il y a plein de gens comme ça qui disent « moi j'en veux pas ». Mais je ne veux pas, c'est comme ça, par principe. Alors là, qu'est-ce que vous voulez discuter? Ce n'est pas évident. Un environnement contractuel et social qui n'a pas été adapté. Ce n'est pas acceptable, hein, surtout quand on voit les conséquences que ça peut avoir. Et puis donc, par ailleurs, ça fait très très européen, le fait de rester à domicile est souvent perçu par les personnes, par les employés, comme synonyme de chômage. Pour les enfants, pour les voisins, ah puis ouais, il ne va plus au bureau, il doit être au chômage. C'est quelque chose. Hein. On associe bêtement, stupidement, le fait de travailler au fait de se déplacer pour aller quelque part. Enfin, c'est quand même incroyable, ça. On pourrait peut-être faire quelques progrès. On a négligé le fait d'aller ailleurs. Le fait d'aller ailleurs, vous savez, c'est quelque chose qui est motivant et qui est valorisant. Je vais aller assister à un séminaire de Le Marson, mais je vais me déplacer chez eux. Vous voyez, je vais dans un hôtel, je vais me déplacer, je vais ailleurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le fait d'aller ailleurs, vous voyez, c'est motivant. Et puis, par ailleurs, on n'est pas préparé à rester chez soi, il faut quand même le dire. Hein. Psychologiquement, le télétravail peut être perçu comme un recul dans une carrière, et puis surtout, on n'a pas été préparé à se retrouver en permanence avec sa famille ou avec son conjoint et sa conjointe. Je vous entends hurler en ce moment, mais c'est la vérité. Il y a eu, exactement comme pour les départs en retraite, il y a eu une augmentation des divorces très significative depuis 2020, parce que les personnes se sont trouvées ensemble et puis sont aperçues qu'ils ne se supportaient pas. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Or, le télétravail, c'est aussi ça. Bien. Pour terminer, donc, pardonnez-moi, j'ai eu 3-4 minutes de retard. Hein. Donc, moi, je pense qu'on n'a encore rien vu. Et donc, j'ai voulu évoquer avec vous un certain nombre de choses qui pourraient se passer. Hein. Je pense que l'avenir ira encore beaucoup plus loin que ce que nous préconisent dans nos pires cauchemars. Hein. Je pense que dans quelques années, c'est vrai, les débats sur le télétravail donc, disparaîtront aussi stupides et désuets que ridicules. Hein. Bon, on a dit qu'il n'y aura plus de lien entre le comportement virtuel et localisation donc physique, et je voudrais simplement vous donner un exemple. Microsoft, donc un système qu'il appelle les hologrammes, qu'il appelle HoloLens, HoloLens 2 maintenant. Et il a lancé des projets, mais qui sont des projets. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres, hein, mais je prends cet exemple-là, ce qu'il appelle l'holoportation, avec un système mesh de Microsoft. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens, alors on voit sur cette image, vous êtes représenté par un hologramme. Alors vous pouvez avoir un hologramme de vous,
hein. Et puis, vous pouvez avoir également des objets sur lesquels on va travailler, qu'on va concevoir, on va faire du designing sur un objet. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, avec cette technique qui est en train d'arriver maintenant, il y a pas mal d'entreprises qui l'ont déjà adopté, donc on va travailler avec des personnes qui sont représentées par leur hologramme. Alors bien sûr, je ne peux pas lui serrer la main parce que physiquement, il n'existe pas. C'est simplement, on va dire, un artefact optique. Mais c'est là où on est maintenant. C'est-à-dire que j'aurai à un moment donné, je participerai peut-être à plusieurs réunions à travers un hologramme. Peut-être en même temps, je serai physiquement présent sur une autre réunion. Ce que je veux dire, c'est que toutes nos habitudes, tout ce qu'on a pratiqué depuis des années est en train de voler en éclats. Alors, je ne dis pas qu'on va tous passer, se représenter par des hologrammes demain, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et finalement, le télétravail là-dedans, c'est quelque chose d'une simplicité, mais alors vraiment basique. C'est le b.a.-ba. C'est rien du tout. C'est ce qui va nous arriver demain qui va être important. Et puis, ce n'est pas dans 200 ans, hein, c'est dans quelques années. Donc, les hologrammes, regardez cette histoire d'holoportation, hein, c'est quand même assez fou. Hein. On combine ça avec des équipements de réalité mixte, hein, comme HoloLens, justement. Ça permet donc aux utilisateurs de voir, d'entendre et d'interagir avec des participants distants en 3D. Hein, comme s'ils étaient présents. Et on le voit ici, l'hologramme, là, le personnage donc, qui est à gauche, eh bien, c'est un hologramme. C'est assez fou, c'est très déstabilisant. Hein. Donc ça va changer, mais donc il faut s'y préparer. Alors, la question étant à l'origine de ce webinaire, hein, pour terminer, est-ce qu'on va tous devenir fous? Je répondrai d'une manière un peu optimiste, non, mais je pense qu'on va être très atteint. On va être très atteint. Voilà. Bon, maintenant, écoutez, vous trouverez dans la dernière page, donc, notre prochain webinaire sera consacré le 28 janvier, donc à comment se sortir du bourbier COBOL. Mais j'attire votre attention sur deux webinaires qui vont arriver après. Il y en a un qui est consacré donc aux capteurs qu'on va avoir partout dans notre corps. Alors, les gens, c'est un peu comme le télétravail, les gens disent certainement pas moi, mais ça sera quand même eux. Et puis surtout sur l'autisme. Et ça, c'est un sujet que je trouve assez extraordinaire. Hein. Et donc, on va faire un petit peu le point sur d'abord ce que c'est, l'usage donc de ces personnages assez fantastiques, hein, donc les autistes. Et donc, on va consacrer donc un webinaire là-dessus. Voilà. Donc, je vais arrêter. Voilà. Donc, j'ai essayé en tout cas de vous présenter les choses. Alors, si j'ai dit quelques horreurs sur les représentations syndicales, c'est peut-être pas méchant de ma part, c'est simplement que je pense qu'on ne se comprend pas. On se comprend pas. Le monde est en train d'évoluer actuellement d'une manière absolument sidérante et on a des ressources humaines qui dorment, des représentations syndicales qui ne veulent pas en tenir compte, autrement qu'à travers donc, les modifications des contrats sociaux et des entreprises qui veulent imposer. Allez, comment voulez-vous qu'on puisse le comprendre? Et au milieu de tout ça, vous avez le Covid qui, lui, voilà. Et donc, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut quand même un tout petit peu donc, se réveiller. En tout cas, j'espère donc que ça vous a intéressé, que vous n'avez pas été trop choqué par les termes que j'ai utilisés. Hein. Merci en tout cas pour votre attention. Et comme d'habitude, cette présentation sera disponible demain sur notre site, donc à partir de 13h, je crois, quelque chose comme ça. Merci infiniment, je vous souhaite bon courage. Et si vous faites du télétravail, amusez-vous bien. À bientôt.